Bonjour et bienvenue à cette conférence départementale qui vise à vous présenter le bilan de ce pacte territorial d'insertion 2017-2020. Présentation cette année quelque peu inédite puisque les conditions sanitaires font que nous n'avons pas pu tenir notre salon de l'ESS de la même façon que les années précédentes, même si vous le verrez, le troisième salon de l'ESS aura tout de même bien lieu. Donc cette année, j'avoue que c'est un petit peu bizarre de vous faire cette présentation sans vous, puisque c'est avant tout ce pacte territorial d'insertion, un travail, et vous le savez, partenarial et collégial. Et j'avoue qu'être seul devant une caméra me peine un peu, et j'espère que nous aurons l'occasion très très vite de nous revoir et de pouvoir échanger de vive voix, de visu, et pas simplement avec des médias interposés, même si, il faut le reconnaître, les médias nous aident et nous aident à passer ce temps difficile et délicat. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Quelques éléments de rappel pour celles ou ceux qui nous rejoignent peut-être uniquement cette année. Le pacte territorial d'insertion, nous l'avons conçu au département de Saône-et-Loire comme un outil de présentation, un outil de travail, un outil de concertation. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons engagé nos premiers travaux dès 2017 par des constats que nous avons voulu partager. Souvenez-vous, nous avons organisé déjà à ce moment-là des sortes de mini-tables rondes, des groupes de travail auxquels celles et ceux qui voulaient venir participer étaient les bienvenus. Groupe de travail où nous étions une petite dizaine au début. Je me souviens, le premier diagnostic, enfin le premier temps d'échange sur ce diagnostic partagé, nous devions être en tout peut-être une trentaine. Et puis petit à petit, vous le verrez, l'idée a fait son chemin. Vous vous êtes emparés des outils que nous avons mis à votre disposition. Et puis tout ce travail partenarial a porté ses fruits, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir tenir des jeudis du PTI, j'y reviendrai un petit peu plus tard, où vous êtes extrêmement collaboratifs et où les propositions très constructives en ressortent. Alors, quels étaient les constats que nous avions partagés ensemble à l'époque ? Le premier, et c'était unanime, c'est que nous travaillons les uns les autres, et nous, le département prend sa part également, en tuyau d'orgue, en une sorte de silo. Et nous avions convenu les uns les autres que nous perdions en pertinence, nous perdions en efficacité, parfois nous perdions aussi en énergie, et tout ceci évidemment au détriment des techniciennes et des techniciens que vous êtes, puisque vous êtes dans l'opérationnel toute la journée, mais surtout, j'ai envie de dire, au détriment de celles et ceux pour lesquels nous sommes là, c'est-à-dire nos concitoyens les plus en difficulté. Alors nous avons mis l'espoir, fait le choix aussi de la transversalité, avec évidemment des manières de fonctionner, des manières de travailler qui allaient être différentes, être nouvelles. Et je vous remercie d'avoir fait le pari de nous faire confiance et d'avoir fait le pari de travailler avec nous de cette façon-là, parce que l'inconnu, c'est vite déstabilisant, c'est vite insécurisant, pour vous comme pour nous également. Et nous avons tous collectivement relevé ce challenge, et vous allez voir tout au long de la présentation, vous allez vous retrouver d'ailleurs, puisque en tout cas je l'espère, puisque le but quand même c'est de mettre en avant ce que nous avons fait tous collectivement, et c'est-à-dire ce que vous avez fait également lors de ces 3 années. Alors, quelle a été notre façon de travailler, mais encore une fois de réfléchir et de travailler ensemble, avant tout, et je vous l'ai toujours dit, et j'espère que pendant ces 3 années, ça aura été respecté. En tout cas, j'ai vraiment tout fait pour de travailler dans le respect des uns et des autres. Je vous ai toujours dit que le département ne serait jamais là pour tirer la couverture à lui dès lors que le travail, l'idée, l'investissement n'était pas le sien. Je crois que nous y sommes parvenus, parce que nous avons travaillé dans un lien de confiance, et puis parce que nous avons aussi travaillé dans un lien de dialogue permanent, où on s'est dit, depuis le début, y compris lors de ces premiers échanges autour du diagnostic partagé, que nous pouvions nous dire des choses désagréables, et que vous aviez le droit de nous dire à nous, département, des choses désagréables. Et c'est aussi ça, cette franchise, et ce lien de confiance qui nous a permis d'évoluer, même si pour nous aussi, ça n'a pas été facile tous les jours. Alors, comment va s'articuler cette présentation ? Eh bien, dans un premier temps, je vais reprendre les principaux items qui ont présidé aux différentes réflexions menées en 2020, et puis développer des axes plus saillants qui en ont émané. Alors, évidemment, toujours en ayant en tête que c'est une année très particulière qui a connu, vous le savez, une première période de confinement,
qui a été très contraignante, qui a été très déstabilisante pour beaucoup d'entre nous. Et puis une deuxième période de confinement que l'on connaît aujourd'hui, dont on ne connaît pas encore complètement les contours. Donc là aussi, ça nécessite que nous nous adaptions et que nous allions quand même toujours avec de l'énergie et de l'engagement, toujours parce que nous avons des concitoyens qui sont en période de précarité, et j'ai presque envie de dire de plus en plus de nos concitoyens qui sont en précarité. Et puis, après ce premier temps passé, je reviendrai sur quelques thématiques ou quelques temps forts qui ont émaillé ces 3 dernières années dans le cadre des Jeudis du PTI. Alors, qu'est-ce que les Jeudis du PTI? Pour celles ou ceux qui nous rejoindraient simplement aujourd'hui, le pacte territorial d'insertion, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil. Donc vous avez 2 façons de voir les choses. Soit vous faites un joli bouquin dès le début avec des beaux engagements, voilà, des vœux pieux, et puis vous le mettez dans un tiroir et hardi petit, vous avancez quand même. Soit vous vous dites, ça n'est qu'un outil, et au fond, ce qui va faire peut-être la différence, en tout cas ça se tente, c'est l'animation qu'on va y mettre. Et avec Sylvie Liopis, la directrice de l'insertion et du logement social, nous avons fait ce pari-là. Nous avons fait le pari de l'animation de ce PTI, parce qu'on a appelé les jeudis du PTI. Pourquoi? Parce que ça se tenait les 2e jeudis de chaque mois. Et l'idée, c'était de se donner la possibilité d'un temps de rencontre, d'un temps de dialogue et d'un temps de travail autour de thématiques qui, d'ailleurs, sortaient au fil du temps, au fil aussi des politiques publiques que nous menons par ailleurs, je vais même dire par ailleurs, mais en même temps, puisque si on décloisonne aussi pour nous, département. Et ces jeudis du PTI ont commencé timidement, dans un premier temps. On était 30-40 et on était déjà très très contents d'être une quarantaine de participants émanant de divers parcours, de diverses institutions ou associations ou partenaires. Et puis petit à petit, je me souviens d'un jeudi du PTI l'année dernière, le 14 février, autour d'une thématique qui nous animait déjà tous beaucoup. On parle beaucoup des jeunes aujourd'hui, après cette crise sanitaire, mais nous en parlions déjà l'année dernière. Et lors de ce jeudi du PTI, ce fameux 14 février 2019, eh bien, nous étions plus de 100 à être réunis autour de cette thématique jeunesse au sein de l'Ingende. Et là, nous nous sommes dit que nous étions dans le juste, parce que si au bout de 2 années, vous étiez toujours là de plus en plus nombreux, eh bien, c'est que vous y trouviez un intérêt. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous de votre participation. Et puis, pour moi, les choses vont s'arrêter dans pas longtemps, et j'espère que ces jeudis du PTI perdureront. J'espère que cette façon de travailler, j'ai presque envie de dire cette mentalité constructive perdurera, que vous continuerez de vous en emparer, et puis que vous ferez votre chemin autrement, d'une autre façon évidemment, mais toujours de façon extrêmement collégiale, extrêmement partagée, quitte de temps en temps à se dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc ce PTI 2017-2020, c'est un outil de fédération, c'est un outil d'animation partenariale, des collaborations qui ont été actives, des belles histoires aussi qui sont nées, et des rencontres qui ont conclu à des projets entre des partenaires qui ne se connaissaient pas, ou peu, ou qui n'avaient tout simplement pas l'habitude de travailler ensemble jusque-là. Je pense à la Mutualité française qui a fait du lien avec Syntax Error 2.0 pour permettre de recycler les appareils numériques qu'il venait de remplacer. On en a entendu parler lors du premier confinement. Le service d'accompagnement socio-professionnel des travailleurs indépendants, le SASTI, qui collabore désormais avec la MSA et la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire autour d'outils de gestion et d'accompagnement que la structure SASTI a mis en œuvre dans le cadre des accompagnements des travailleurs indépendants. L'association Agir de Monceau, du bassin minier, Monceau-le-Creusot, qui collabore désormais avec Veolia dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, un label qu'ils sont aussi allés chercher, ou encore l'Université populaire du Chalonnais, qui lors du dernier salon de l'ESS a pu bénéficier de financement grâce à une plateforme de financement solidaire. Et ça c'est né de ces rencontres lors de ce moment-là. Donc des concepts qui sont désormais incontournables pour toutes celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette belle aventure qu'a été le PTI, toujours dans le souci de répondre aux besoins des publics. On le dit souvent avec Sylvie Liopis, n'oublions jamais pour qui nous sommes là, ou on n'oublie pas le sens, revenons toujours au sens de notre démarche, au sens premier de notre démarche, avec un triptyque qui nous guide et qui nous anime: l'équité sociale, l'efficacité économique
et l'équilibre environnemental. C'est très développement durable, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, ça fait une vingtaine d'années que ça existe, et ça va mieux en le disant, mais nous travaillons de cette façon-là depuis le début du mandat. Alors le PTI, c'est un outil de gouvernance qui s'inscrit, je le rappelle, dans un contexte législatif précis. Et donc notre PTI a pour objectif de fédérer les partenaires du département. Je pense qu'on a été pas mal sur ce coup-là, pour fixer des engagements politiques et stratégiques, c'est les 12 co-engagements dont je vais vous parler à l'instant, relatifs à la politique d'insertion, aujourd'hui on parle plus d'inclusion, à la lutte contre la pauvreté et l'aide au retour à l'emploi de celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Et donc c'est comment, ensemble, nous avons investi le champ des possibles, nous avons fait ensemble souvent le pas de côté, parce que pour investir le champ des possibles, il faut aussi sortir de sa zone de confort, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être insécurisant, mais c'est nécessaire, et comment nous nous sommes autorisés à oser. Et autoriser à oser, c'est quoi? C'est l'expérimentation, et donc quand on expérimente, on a aussi le droit de se tromper, parce qu'on peut se tromper de bonne foi. Et puis vous le verrez, quand on expérimente, on a aussi le droit de réussir. Alors, le PTI pour quel public? Je passe rapidement parce que ça, vraiment, on en parle tout au long de l'année, notamment en assemblée départementale qui est aussi accessible sur le site internet du département ou sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez parfaitement. Évidemment, les bénéficiaires des minima sociaux, les bénéficiaires du RSA, dont les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles, les jeunes de 18 à 30 ans peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de longue durée, dont les personnes de plus de 50 ans, les personnes en situation de handicap, les familles monoparentales et les personnes en post-incarcération, en pré- et post-sententiel ou en décrochage institutionnel. Comment nous avons imaginé les 12 engagements qui sont sortis du diagnostic partagé de 2017 ? Eh bien, une politique participative, ça c'était vraiment important pour nous. Une légitimité des potentiels des personnes, on se remet dans un parcours de la personne et plus simplement dans un statut en tuyau d'orgue. Une approche globale et plurielle des objectifs, et puis une politique transversale, parce qu'on peut être participatif et en tuyau d'orgue quand même, pas tout à fait la même chose, et nous veillons à cette transversalité, j'ai presque envie de dire au quotidien, parce que les réflexes sont là quand même de temps en temps, et il faut lutter contre. Alors, la conférence annuelle du PTI, ça y est, nous entrons dans le vif du sujet, pour ce bilan d'année 2020. Donc 6 thématiques cette année, alors 5 jeudis du PTI. Évidemment, on en a eu moins, forcément, par la force des choses. Tout de même, entre 60 et 100 personnes réunies chaque mois. Nous avons même d'ailleurs innové, enfin à l'époque c'était de l'innovation, maintenant c'est devenu habituel, mais sur le PTI du mois de juillet, où nous avons réuni qui voulait venir en sécurité évidemment sanitaire, nous avions évidemment respecté les gestes barrières, etc., à Lingende, et puis pour celles et ceux qui ne souhaitaient pas ou qui ne pouvaient pas se déplacer, ils ont pu participer à nos débats en visioconférence. Alors les 6 thématiques qui ont été reprises cette année, je vous les cite: lien, employabilité et public en situation de handicap. Le logement des jeunes en insertion, vous allez voir, c'est une très grosse thématique sur laquelle nous nous sommes penchés cette année. Évidemment, les exploitants agricoles, parce que nous avions un certain retard, et aujourd'hui, et d'ailleurs je remercie mon collègue Frédéric Brochot avec lequel nous collaborons, nos services, on n'a pas de service, mais les services avec lesquels nous-mêmes nous travaillons collaborent entre eux. Évidemment, le salon de l'ESS, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque nous ne savions pas que nous serions en période de confinement tel que c'est le cas aujourd'hui. Donc nous l'avions imaginé un peu sur la base de ce que vous aviez connu précédemment et de manière encore plus dynamique et encore plus participative. Donc merci à celles et ceux qui s'y sont investis, puisque vous savez que ça ne se tiendra pas de cette façon-là. Et puis le rebond des structures d'insertion sociale et professionnelle suite au premier confinement de l'épidémie du corona. Donc ça, c'était notre jeudi du PTI du mois de juillet, parce qu'il était, en tout cas, il nous avait semblé important, avec Sylvie Liopis, de pouvoir avoir ce temps d'échange, ce point d'étape. Voilà, ce point d'étape où nous nous sommes revus. Et je vais vous dire, à titre personnel, pour le coup, ça m'a fait extrêmement de bien de vous revoir. Voilà, c'était extrêmement plaisant. Ça m'a ressourcé, ça m'a redonné de l'énergie, de l'envie, dans une période qui était, comme pour beaucoup de gens, pas forcément évidente.
Et donc, là aussi, nous y reviendrons un petit peu plus loin. Alors, la thématique logement pour les publics jeunes en difficulté. Alors, un état des lieux du logement des jeunes en insertion a permis de mettre en exergue 3 axes. Le premier, c'était coordonner les politiques d'insertion sociale et professionnelle avec celles du logement, parce qu'évidemment c'est lié. Accompagner les jeunes vers le logement autonome en sécurisant leur insertion dans l'habitat et conduire une démarche expérimentale d'accompagnement des jeunes les plus en rupture, qui sont voire très éloignés de l'insertion, de l'inclusion. Alors nous avons en Saône-et-Loire 5 résidences Habitat Jeunes qui représentent tout de même 554 logements pour 1238 jeunes accueillis. Donc ce sont les résidences de Creusot, Mont-sur-les-Mines, Paray, Chalon-sur-Saône et Autun. Les jeunes y sont accueillis, mais sont en passage dit transitoire, alors, pour travailler sur leur emploi, la santé, la citoyenneté, et ils bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif. Et les résidences Habitat Jeunes ont une véritable action de prévention, notamment sur le travail, sur l'accès aux droits. Vous savez que le département de Saône-et-Loire s'est mis dans la lutte contre la fraude pour ce qui concerne les bénéficiaires du RSA, mais tout ça, je vous l'ai toujours dit, ne fonctionnait que sur 2 pattes, sur l'accès aux droits également. Donc le département fait sa part et évidemment nos partenaires font leur part aussi. On observe une fragilisation de plus en plus forte des publics. Le logement de droit commun n'est pas toujours la solution pour certains jeunes. Vivre en autonomie n'est pas une évidence pour tout le monde et ça n'est pas un jugement, c'est un constat. Les résidences Habitat Jeunes sont un outil de développement local, une réponse aux besoins territoriaux et un défenseur de l'attractivité des territoires pour la jeunesse. C'est un véritable élément d'aménagement du territoire, surtout sur un territoire tel que le nôtre, qui mixte du rural, du périurbain et de l'urbain. Logement et mobilité, vous allez le voir, sont indissociables dans certains bassins de vie et d'emploi. Et certains jeunes, nous le constatons, donc c'est aussi une des pistes de travail qui va concerner la mobilité, d'où cette transversalité de travail. Certains jeunes subissent cette exclusion de territoire. Donc les solutions à court, moyen et long terme pour assurer une pérennité des jeunes, du parcours des jeunes dans leur logement, donc tel que c'est remonté de ces travaux lors de ce jeudi du PTI, eh bien c'est une mise en perspective de l'offre disponible avec les besoins des populations, notamment sur des petites structures, T1 ou T2, mais aussi, et pourquoi pas, en colocation sur du T2, du T3. Donc là, c'est un travail avec les bailleurs sociaux également qu'il faut avoir en tête. Le travail à réaliser sur la vacance des logements des bailleurs sociaux, vacances qui, pour certains bailleurs, est d'autant plus accentuée aussi avec notamment la réforme du logement de l'année dernière, qui n'a pas été sans poser quelques difficultés, notamment des difficultés financières et donc des difficultés stratégiques à nos bailleurs sociaux, notamment l'OPAC qui est le plus gros bailleur social du département. Les ressources financières des publics jeunes, comment les consolider, comment les accompagner. Donc là, ça nous interroge aussi, nous, département, sur le fonds d'aide aux jeunes, donc comment est-ce qu'on le réinterroge, comment est-ce qu'on se le réapproprie et comment est-ce qu'on le redispatche, parce que là aussi, se réinterroger sur les pratiques, c'est important. Besoin de sécuriser les bailleurs et le versement des loyers. Et l'intermédiation locative est une autre réponse dont s'est emparé récemment le département dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement. 2 agences immobilières sociales au sein du département qui accompagnent les publics fragiles dans leur autonomie, dans le logement. Et donc ça, je remercie ma collègue Marie-Christine Bignon qui est en charge du logement social dans cette collectivité et qui est très à l'appui de toutes ces politiques-là. Et enfin, pour les jeunes confiés au département dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, des travaux menés conjointement par la direction Enfance Famille et la direction du logement et de l'insertion et du logement social vont permettre à court et moyen terme d'apporter des solutions concrètes à ce public pour que le passage d'un environnement de protection à celui d'autonomie dès 18 ans soit le plus préparé en amont. Alors là, c'est un travail que nous avons engagé sur la base d'un constat, tout simplement, avec ma collègue Marie-Thérèse Friseau, en charge de l'aide sociale à l'enfance au département, notamment parce que nous siégeons toutes les deux dans des établissements d'accueil, et nous nous sommes aperçus, on s'est aperçu, on le savait, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas se contenter du constat, que nous aussi, au sein du département, nous avions des liens à mener entre l'ASEF et la DILS pour que on anticipe, on soit vraiment dans l'anticipation du parcours. On revient toujours, on n'est pas dans un statut. Un jour, on a 18 ans, la veille, on avait 17 ans et 364 jours. C'est comment on anticipe et comment on accompagne toutes ces transitions de vie
des jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc vous voyez une thématique riche et une thématique qui a, enfin un jeudi du PTI qui a débouché sur des perspectives de travail très concrètes, très opérationnelles. On n'est pas que dans la stratégie et dans les vœux pieux, loin s'en faut. Un autre jeudi du PTI qui a été consacré évidemment à nos exploitants agricoles, puisque nous avons, vous le savez, un territoire largement agricole en Saône-et-Loire. Donc là, s'est posé la question de la reconversion professionnelle choisie, la reconversion professionnelle contrainte. On en avait parlé l'année dernière, souvenez-vous, puisque la Directe avait décidé d'engager avec l'AFPA des moyens en termes de conseil et d'appui, une initiative de territoire qui était engagée par le département. Donc c'était comment on travaille sur la transférabilité des compétences, parce que un agriculteur qui a travaillé pendant 25 ans, il a forcément acquis des compétences de comptabilité, des compétences d'administration générale, des compétences de gestion de ses stocks, des compétences d'achat, éventuellement même d'achat responsable. Et donc c'est comment est-ce qu'on travaille tout ça pour que si un agriculteur fait le choix de changer de vie professionnelle ou de vie tout court, sans jugement de personne d'ailleurs, parce que ça engage lui et sa famille et certainement pas les autres, eh bien c'est comment est-ce qu'on l'accompagne et comment est-ce qu'on lui ouvre des perspectives. Je vous rappelle que nous avons été un département extrêmement touché par des drames et il était important, et notamment important aux yeux du président Akari et de mon collègue Frédéric Brochot, que nous nous emparions de cette thématique pour pouvoir y apporter des solutions. Et nous avons fait lien, là encore, on ne tire pas la couverture à soi, avec la Directe et avec les partenaires choisis par la Directe pour ne pas faire redondance, mais au contraire pour être efficace et pour travailler ensemble. Donc nous avons construit des outils avec des techniciens du monde agricole, et donc là évidemment nous nous sommes rapprochés de la MSA. Il s'est agi aussi d'intégrer dans le travail de construction commune le FAFCA, qui est un animateur du Conseil en évolution professionnelle pour les exploitants agricoles. On ouvre les partenariats là aussi, de collecter des témoignages vidéo auprès d'anciens agriculteurs reconvertis pour donner à voir et produire une brochure à partir de ces témoignages, parce que là aussi, ça nous semblait important de pouvoir participer à cette forme-là d'accompagnement. Et puis, former des techniciens à l'appropriation des outils. Donc, ça passe par la transition professionnelle, ça passe donc par le guide des aides et par les vidéos témoignages. Donc, l'idée, c'est d'avoir des outils qui soient finalisés pour qu'ils puissent et qui permettront aux professionnels de l'accompagnement des publics exploitants agricoles de consolider les parcours de ces exploitants agricoles qui sont en cours de reconversion dans un environnement qui soit assumé, qui soit expliqué aussi et qui soit de fait plus serein et mieux vécu par les exploitants agricoles en difficulté. Un autre jeudi du PTI, vous voyez, malgré le confinement, ça a quand même été riche. Les travailleurs indépendants, créer une entreprise, quelle belle idée, c'est un beau slogan, mais ça n'est pas qu'un slogan parce qu'on ne naît pas chef d'entreprise, on le devient. Et donc, nous avons la chance d'avoir des partenaires en charge de l'accompagnement des créateurs d'entreprises afin que le projet soit le plus pérenne possible. L'idée, c'est d'avoir un projet, une personne, donc un parcours individualisé, des temps collectifs avec des temps de formation, des temps de réseau, pour créer une communauté d'entrepreneurs. Alors, bon, là, je ne suis pas à SASTI, ni à l'ADI, ni à BG, mais je sais que pour beaucoup, les formations sont dispensées par des professionnels du droit, d'expertise comptable, etc., et j'en passe. Et ces gens-là prennent sur leur temps disponible et mettent à disposition souvent des formations à titre gratuit ou des consultations à titre gratuit pour ces gens qui décident à un moment donné de prendre le risque de se lancer dans une entreprise. Donc, qu'ils en soient remerciés. Un travail en mode projet, toujours. Alors ça fait écho aussi chez nous, au département, puisque j'ai demandé à ce que nous nous y mettions. Donc, ça n'a pas été toujours simple, et ça ne l'est pas toujours, parce que c'est une façon particulière de travailler, notamment dans une institution publique. Mais c'est aussi à ce prix-là qu'on arrive à se challenger soi-même et, au bout du compte, à être peut-être, en tout cas je l'espère, plus performant pour les gens pour lesquels nous sommes là. Et puis, dans le cadre de cet accompagnement aux travailleurs indépendants, un accompagnement à la posture d'être entrepreneur. La posture, ça compte, surtout dans notre monde de communication et d'image. Au montage des dossiers, à la prise de conscience des risques fiscaux et comptables, avec, je vous le disais tout à l'heure, des conseils en gestion, en analyse financière, un appui administratif et numérique.
parce qu'il ne faut pas louper les délais. Et puis des orientations, là aussi, vers l'accès au droit ou vers l'accès aux dispositifs, notamment en ce moment les dispositifs de relance qui peuvent être mis en place par différentes collectivités ou différentes institutions, pour certaines qui sont très spécifiques à une géographie. Par exemple, si vous avez une mairie qui prend un dispositif particulier, si vous êtes du territoire d'à côté, vous n'y êtes peut-être pas forcément droit, et donc vous n'avez peut-être pas forcément accès à l'information de manière évidente. Donc tout ça se travaille et tout ça est travaillé. Et là, ce sont de nombreux partenaires qui sont en charge tout au long des différentes étapes que je viens de citer pour apporter leur soutien, leur discernement et la compréhension nécessaire dans la situation, parce que tout ça est évidemment très spécifique. Un regard aussi qui soit un regard tiers, un regard un petit peu avec une hauteur de vue qui permet d'ouvrir des possibilités dans le parcours du chef d'entreprise, et puis toujours une bienveillance. Ça, c'est important pour parfois reprendre la confiance en soi qu'on a un peu perdue, parce que être chef d'entreprise, c'est un parcours qui est extrêmement jalonné. Alors, vous avez des périodes de grande euphorie, puis des périodes très compliquées, et il est important de pouvoir s'appuyer sur des partenaires qui sont là aussi pour vous accompagner dans ces moments-là. Et donc, parmi tous ces partenaires-là, nous avons BGE Perspective, les chambres consulaires, le Crédit municipal de Lyon, le service d'accompagnement socio-professionnel des travailleurs indépendants, l'ADI, Pôle emploi évidemment, Active, France Active, et j'en passe, et pardon à celles ou ceux que je n'aurais pas cités, mais je vous remercie quand même. Alors vous l'aurez vu, ce pacte territorial d'insertion a été investi cette année malgré la période compliquée que nous avons connue. Et nous avons tenu à ce que ce pacte territorial d'insertion, il ne s'agit pas de ne pas faire ce qu'on demande aux autres de faire, nous avons tenu à ce qu'il s'imbrique dans ce que nous faisons par ailleurs, c'est-à-dire dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, donc avec une co-animation du groupe régional thématique 10 dédié au service public de l'insertion. Donc Madame Llopis a participé largement, très largement à cette co-animation. La participation au groupe de travail avec la région Bourgogne-Franche-Comté sur le PRIC, puisque vous savez que dans le PRIC, vous avez 3 axes, dont 2 qui sont destinés à nos concitoyens qui relèvent de la solidarité départementale. Donc il était évident qu'il était nécessaire que nous travaillions ensemble, et la participation au réseau d'animation territoriale, les fameux RAT. Donc là, c'est toujours avec la région Bourgogne-Franche-Comté, la Directe, Pôle emploi et les partenaires associatifs. Alors, nous en venons au 3e salon de l'économie sociale et solidaire, puisque nous avons eu un groupe de travail dédié qui s'est investi tout au long de l'année, dès après le 2e salon de l'ESS. Très vite, on a fait le bilan du salon 2019, pour voir évidemment ce qui avait été, mais aussi pour voir ce qui n'avait pas fonctionné, de voir de quelle façon on pouvait l'investir un peu mieux, un peu différemment, enfin toujours dans cette remise en cause permanente, toujours dans ce mode, on travaille en mode projet. Donc une 3e édition qui était initialement prévue au Parc des Expos de Mâcon, aujourd'hui, et qui aurait dû se tenir sur l'intégralité de cette journée du 13 novembre. Alors les publics invités, nous avions pensé à tous les élus du département, parce qu'on s'était dit que il y a eu des élections en mars et juin, donc on s'était dit qu'il pouvait être intéressant pour les nouveaux élus de ce département, de pouvoir s'acclimater et s'acculturer à ce que pouvait être l'économie sociale et solidaire, parce que c'est aussi des pistes de développement économique pour leur propre territoire. Nous avions pensé à inviter les entreprises du secteur marchand, notamment pour certains secteurs qui sont en tension, et puis aussi c'était une façon de valoriser ce qu'est l'économie sociale et solidaire comme une économie à part entière. Je vous ai toujours dit que pour moi c'était pas une sous-économie, c'est quelque chose de complémentaire par rapport à ce qu'on peut entendre plus classiquement, dans la mesure où je rappelle qu'elle représente 10% de l'activité salariée et donc plus de 17 000 salariés. Et puis nous avions tablé, parce que nous avions fait le choix de l'ouvrir, d'ouvrir ce salon au grand public, et nous avions imaginé 500 personnes du grand public. Je ne sais pas si on l'aurait atteint, mais vous savez, l'année dernière, on était déjà à 200 personnes du grand public sur une demi-journée. On avait réuni quasiment 700 personnes sur la journée, entre les va-et-vient, etc. Évidemment, on avait plus de 90 exposants. Enfin, c'est quelque chose qui prenait bien, en tout cas dans cette formule, ça prenait bien.
Et on s'était dit, comme ça grossit, il faut qu'on rationalise un peu les choses et puis qu'on leur donne une dynamique un petit peu différente. Et donc, le groupe de travail, encore une fois, ce n'est pas moi, c'est le groupe de travail qui s'était réuni, donc les différents partenaires volontaires, avaient réfléchi sur le format et l'implantation de ce 3e salon en imaginant un village de l'ESS. Avec 3 secteurs, une répartition par territoire autour, on avait imaginé une place du village. Donc les secteurs des territoires qui se dessinaient selon les contours des territoires d'action sociale, donc Autun-le-Creusot-Monceau, Châlons-Louan et Mâcon-Paray. Nous avions imaginé 3 thèmes pour chacun des territoires: ressources, production et services, recyclage et réemploi. Nous avions imaginé une place du village clairement identifiée comme un lieu de ressources, avec un espace conseil pour les exposants et les visiteurs. Alors vous auriez retrouvé Active, la CRES, BGE Perspective, Pôle emploi, IAE Bourgogne-Franche-Comté, des ateliers ludiques, un quiz numérique du salon et un espace game dédié au trait du déchet, parce qu'on s'est dit qu'il fallait, ils se sont dit qu'il fallait travailler sur une certaine attractivité, qu'on ne soit pas sur un salon par trop classique. Et nous avions imaginé que cet espace game serait animé par le Lab 71 et le Centre Eden, un repère café, ça fait bien marcher l'année dernière, la valorisation des circuits courts alimentation, avec un jeu du local. Alors, c'était, vous voyez, on l'avait déjà en tête avant le confinement numéro 1, qui aurait été animé par la mission politique agricole du département, et puis un studio radio. Là aussi, nous l'avions l'année dernière et ça avait bien fonctionné. Alors cette année, la CRES, qui est notre partenaire, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, a souhaité présenter l'association Les Canaux dans le cadre de l'ESS 2024, donc le comité d'organisation Paris 2024, donc ça on est sur les Jeux évidemment, et la société de livraison des ouvrages olympiques se sont associés aux Canaux, donc la maison des économies sociales et solidaires, et au centre Yunus pour développer l'ESS 2024 et ainsi contribuer à réaliser les premiers Jeux olympiques et paralympiques durables, inclusifs et solidaires de l'histoire. Et ESS 2024 est également associé aux têtes de réseaux patronaux, notamment le MEDEF, pour lancer la plateforme Entreprise 2024, qui sera le point d'entrée principal pour permettre aux entreprises d'accéder au marché et aux achats sociaux responsables liés à l'organisation des Jeux. Donc vous voyez là aussi des liens qui se créent et qui se font. Et tout ça avait du sens dans la mesure où la Saône-et-Loire est Terre de Jeux 2024, puisque le département qui est labellisé Terre de Jeux 2024 s'est engagé dans un partenariat avec le comité départemental olympique, le GDOS et sportif, mais il me manquait le S, 71, ainsi qu'avec 5 villes de Saône-et-Loire qui ont candidaté pour obtenir ce label et qui l'ont eu, pour être centre d'entraînement pour les prochains Jeux olympiques, c'est-à-dire base arrière, c'est-à-dire comment on accueille, comment on se vend, comment on est attractif, pour pouvoir accueillir des athlètes qui viendront s'entraîner en amont des Jeux pour pouvoir s'acclimater, etc. Et c'est ce qu'on appelle les bases arrières. Et donc sur le territoire de Saône-et-Loire, vous allez voir que nous avons le territoire de Saône-et-Loire est sportif, avec le VTT et le triathlon à Autun, la natation, le basket à Châlons, le tennis de table au Creusot, l'escrime, l'athlé, la lutte, l'aviron, le canoë-kayak et l'équitation à Mâcon. Canoë-kayak en ligne, évidemment, ils ne vont pas créer des torrents, et la gymnastique à Monceau-les-Mines. Et donc, c'est fort de cet engagement du département. La CRES a souhaité, et nous avons souscrit immédiatement, associer les canaux afin que les entreprises de l'ESS et celles du secteur marchand de Saône-et-Loire puissent s'emparer des achats sociaux responsables qui seront générés dans le cadre des Jeux 2024, tant sur le département. Donc là, ça participe de la valorisation des potentiels territoriaux qui seront les nôtres, qu'au niveau national, en associant les structures de l'ESS avec les entreprises du secteur marchand, en se regroupant, en imaginant des projets ensemble. Et compte tenu du contexte sanitaire actuel, le département et la CRES ont fait le choix d'une part, c'est quand même un peu la mort dans l'âme, je dois vous le dire, mais bon, de transformer le déroulement du 3e salon de l'économie sociale et solidaire, de le maintenir quand même, parce qu'on aurait pu l'annuler, purement et simplement, mais c'était pas possible. Donc ça nous a pas effleuré plus d'une pique aux secondes, je crois, et de maintenir l'événement sous un format inédit. Donc ce sera cet après-midi sur la base d'une table ronde qui sera filmée en direct, diffusée en direct, et vous pourrez y avoir accès
quand vous regarderez ça, ce sera peut-être un peu trop tard, mais vous pourrez y avoir accès en passant par le site internet du département ou la page Facebook du département, et puis on réfléchit à un podcast, parce que je pense que ce sera une table ronde, vous le verrez, très riche, et voilà, il sera intéressant de pouvoir travailler à la mise en ressources et en réseau de cette table ronde, et pas simplement sur sa forme en direct cet après-midi. Donc c'est une table ronde qui se déroulera en 3 temps, avec 3 sujets différents: favoriser les coopérations économiques, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et la Saône-et-Loire, terre d'accueil. Et enfin, l'ESS, une économie à fort potentiel en Saône-et-Loire. Évidemment, les questions des internautes interviendront et nos différents invités y participeront. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que vous verrez, ils seront nombreux. Puis je vais vous laisser un peu de suspense aussi pour cet après-midi. Mais en revanche, je voudrais quand même remercier Michael Coulon de la Fédération des entreprises d'insertion et Karen Benoît de la Fédération des acteurs de la solidarité de Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'ils sont souvent avec nous, notamment Michael Coulon et d'autres également. Mais je crois que si on arrive aussi à tenir ce genre de format un peu inédit, où les gens prennent des risques à venir aussi, parce qu'il y a des questions, on ne les connaît pas à l'avance, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on va faire. Je crois que c'est aussi parce qu'on a su pendant ces plusieurs années maintenant tisser ces liens de confiance et ces liens de travail et ces liens de collaboration. Et puis j'aimerais saluer aussi la participation d'Anne-Marie Segaud, qui est déléguée régionale de la GFIP, nos têtes de réseau du secteur marchand. Et là, j'avoue que ça me fait extrêmement plaisir, parce que quand je suis arrivée dans cette collectivité et que j'ai commencé de parler d'insertion professionnelle, la première question que j'ai dit, c'est: mais vous travaillez avec qui? En gros, on m'a dit: oh là là, nous, le secteur marchand, on n'y va pas trop. Et je dis: attendez, on ne fait pas d'insertion professionnelle sans les entrepreneurs. Enfin, moi, je ne sais pas faire ça. Je veux bien travailler sur l'employabilité, mais il faut qu'il y ait un lien qui se fasse sur l'emploi. Même si le département, ce n'est pas l'emploi, mais c'est l'employabilité quand même. Et encore que le département, ce n'est pas l'emploi, c'est très réducteur et ce n'est pas forcément juste. Et cette année, nous avons invité le MEDEF et la CPME. Et les deux ont répondu présents. Donc merci à Marie-Camille Carmona qui sera là cet après-midi et à Vanessa Nivet. On aura évidemment des élus des villes que j'ai citées tout à l'heure, et puis la participation de Monsieur Ponce-Blanc, du comité olympique et sportif, mais on ne le présente plus, de Catherine Pugeot, du comité départemental handisport, qui elle sera en visio, de Gilles Verdure, qui est manager attractivité économique, sociale et territoriale auprès de Paris 2024, et de Pierre Leficher, qui est chef de projet animation territoriale USS, et donc ce sont l'association des cadeaux. Voilà, donc vous savez tout pour ce 3e salon de l'ESS. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui se sont investis dans le groupe de travail tout au long de l'année. Je sais que ça a été un peu frustrant aussi de devoir changer de braquet comme ça, mais nous nous adaptons, et nous nous adaptons pas simplement parce que le gouvernement ou une loi nous le demanderait, mais nous nous adaptons aussi parce qu'il en va de la sécurité des uns et des autres, de la mienne, de la vôtre, des gens qui seront là cet après-midi. Vous voyez, la salle est déjà en configuration, les mesures sanitaires sont d'ores et déjà respectées. Nous y avons veillé, nous avons encore retravaillé ce matin, et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec le président qui imagine d'autres aménagements possibles de cette salle pour pouvoir tenir un maximum de réunions ici, parce que c'est le cœur aussi de cette institution, c'est le cœur de cette maison, et il est important que ce cœur puisse continuer de battre, même si, encore une fois, nous sommes dans une situation particulière, mais je crois qu'il est du devoir de chaque élu de prendre ses responsabilités et de faire en sorte de protéger son voisin et son prochain. Alors, un point sur le pacte territorial d'insertion, cette fois-ci 2017-2020, puisque nous arrivons au terme de ce pacte territorial d'insertion. Donc les années précédentes, on avait uniquement fait des focus sur le bilan annuel, tout simplement. Et cette année, il nous paraissait important de remettre en perspective tout ce travail que nous avons accompli tous ensemble, les 12 co-engagements sur lesquels nous nous étions positionnés les uns les autres. Nous avions 21 objectifs principaux et 80 actions qui ont été inscrites dans le PTI et qui ont été réalisées. Une communauté d'acteurs investis, présents, et encore une fois, merci, parce que c'est votre participation, c'est votre travail, c'est tous ces échanges qui ont fait que nous avons
nous nous sommes enrichis les uns les autres aussi de toutes nos expériences et nos retours d'expérience. Et en 2020, nous avons eu 144 nouveaux contacts. En gros, ça fait 24 par jeudi du PTI. Et vraiment, j'avais souhaité, et je remercie encore Madame Liopis et ses services de cet engagement, parce que vous savez, un élu, s'il n'y a pas les services qui suivent derrière, il ne se passe pas bien grand-chose. Donc merci encore une fois, parce que c'est tout cet investissement-là, c'est tout ce partenariat-là, et ce n'est pas facile de travailler non plus en partenariat. Ce n'est pas toujours évident, hein, qui a permis aujourd'hui d'avoir ces 730 contacts aujourd'hui. Voilà, on a besoin de quelque chose, on sait qu'on peut vous solliciter, on sait que vous serez là, on sait que vous répondrez présent. Et puis j'espère que la réciproque est vraie, chacun dans ses contraintes, et pas simplement ses contraintes financières, mais aussi ses contraintes d'existence propre, de raison d'être, et puis ses contraintes territoriales. Donc merci. Alors quelques temps forts qui nous avaient... en fait, on a fait un petit brainstorming en disant alors tous les sujets ont été intéressants évidemment, mais quels sont ceux à la limite que j'ai retenus ou qu'on a retenus les uns les autres. Il y a eu le jeudi du PTI consacré au handicap avec une initiation au Gateball, donc ça c'était à Duhem, et des acteurs des solidarités présents à chaque jeudi du PTI. Ça c'est peut-être ce que je retiendrai, parce que la salle que vous voyez sur le diaporama, c'est presque une petite salle, en fait, aujourd'hui, quand on y pense. Voilà. On a eu cette très, très belle journée du 8 mars 2018, avec autour de la Journée internationale des droits des femmes. Alors bon, je suis une féministe, je ne m'en cache pas, c'est pas nouveau. Et il était pour nous d'évidence de mettre en avant ces 10 femmes d'action, de les mettre à l'honneur. Alors je ne vais pas toutes les appeler, mais c'était un très joli moment, pas simplement parce que c'était une réunion entre filles, c'était pas ça le sujet, mais ça mettait en avant et en exergue le fait que les politiques de solidarité, elles fonctionnent aussi lorsqu'elles sont incarnées et lorsqu'elles sont portées. Et les 10 femmes que vous aviez à l'instant en diapo font partie de ces gens qui incarnent, qui portent et qui s'investissent. Voilà. Alors oui, ça fait partie de leur boulot, mais il y a façon et façon de travailler, comme partout. Et nous avons souhaité mettre à l'honneur ces femmes de caractère, parce que ce sont toutes des femmes de caractère, et puis au-delà d'elles, leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, et évidemment les structures qu'elles portent et qu'elles incarnent. Et puis nous avions demandé, pour celles et ceux qui étaient là, vous vous en souviendrez certainement, elles avaient leurs affiches, et puis on leur avait demandé de mettre une phrase, de se définir par une phrase ou de rapporter une phrase, peu importe, quelque chose qui leur correspondait. Alors je vais vous en citer quelques-unes, mais encore une fois, il a fallu faire un choix. Aider chaque femme à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, parce que c'est toujours d'actualité, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Nos engagements auprès des personnes vulnérables constituent notre ADN, déterminé pour relever tous les défis. Ça, j'ai bien aimé l'idée d'ADN. Allier l'entreprise et le social dans une même ambition, c'est l'emploi durable. Et c'est tellement en tout cas, ce qu'on aura essayé de faire pendant ces presque 6 années au département. Faire agir, agir pour être et être pour agir. Associer des personnes dans un but commun. Je crois que c'est ce que nous avons su faire tous ensemble lors de ce PTI que nous avons décliné pendant 3 ans. Et puis, une très belle phrase de Jean Jaurès qui nous avait été confiée. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, on n'est pas toujours sûr d'y arriver, mais en tout cas, on essaie de s'en donner les moyens. Voilà. Un autre temps fort, enfin une thématique forte de ce PTI 2017-2020, ça a été l'environnement de l'exploitant agricole. Alors je ne vais pas reprendre, puisqu'on en a parlé juste avant, mais j'avais envie quand même qu'on fasse un focus là-dessus, parce que voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui,
parce que la crise sanitaire est là, les 2 confinements sont là, mais c'est quelque chose dont nous nous étions emparés, encore une fois, très en amont, de façon très transversale dans cette collectivité, tant entre les élus qu'entre les services, et parce qu'il y avait une volonté politique aussi très forte du président Akari et de mon collègue Frédéric Brochot, en charge du monde agricole dans cette institution. Et j'avais envie vraiment qu'on se le remémore ensemble, parce que c'était vraiment quelque chose qui nous a... qui était très prégnant, voilà, au-delà du travail de mentorat dont je vous avais parlé l'année dernière. Hein, je vous rappelle, l'idée du mentorat, c'est de faire bénéficier aux agriculteurs d'une approche innovante et efficace. Et l'idée, c'est de mettre des agriculteurs avec d'autres chefs d'entreprise, voilà, pour qu'ils soient dans un échange et un accompagnement. Et tout ça a débouché sur des choses très concrètes, comme la création d'une ligne de soutien téléphonique Agri-Écoute, qui avait été mise en place et qui a été renforcée d'ailleurs depuis le mois de mars, et qui fonctionne encore et qui, j'ai presque envie de dire malheureusement, dont l'utilité ne se dément pas. Donc voilà, des choses très... Vous voyez, le pacte territorial d'insertion, sur plusieurs années, ça peut déboucher sur tout ce que vous pouvez lire là, le guide des aides, les vidéos dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment le travail avec l'Observatoire de la santé et de l'exploitant agricole, parce que ça aussi, il n'y avait pas eu tellement de travail scientifique à ce niveau-là, et c'était important de pouvoir se mettre en lien avec ces acteurs-là. Un autre sujet... qui fera écho d'ailleurs à notre table ronde de cet après-midi, ce sont les achats sociaux responsables du département. Donc, pour nous, c'est essentiellement les clauses d'insertion, qui sont un levier important du développement dans les parcours des personnes en insertion professionnelle. Je ne vais pas trop m'arrêter là parce que, d'abord, vous l'avez de manière assez détaillée dans la diapositive que vous avez à l'écran. Et puis, on en reparlera aussi cet après-midi. Mais nous sommes très sensibles et très convaincus de l'intérêt des clauses d'insertion. Donc ce qui passe pour nous, département, par la mise en œuvre des clauses d'insertion dans les contrats que nous passons, par l'élaboration d'une charte d'engagement pour formaliser les partenariats. Donc elle est elle est quasiment bouclée d'ailleurs. Les conventions financières, évidemment, avec les plis, puisque vous savez que les plis ont des facilitateurs de clauses, ainsi qu'avec les entreprises de travail temporaire d'insertion, afin que les facilitateurs territoriaux accompagnent les publics en insertion dans les marchés publics du département. Et puis, nous nous y étions engagés, la création de la mission d'un facilitateur départemental, donc c'est fait, la personne est arrivée maintenant il y a quelques mois de cela, sur ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire les zones hors plan local d'insertion par l'emploi, pour que on se rappelle, ce que j'ai dit au tout début, l'équité sociale, l'équité de traitement sur l'intégralité du territoire puisse être respectée. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les liens employabilité et public en situation de handicap. Ça nous paraissait extrêmement important. Donc là, ce sont des travaux qui ont été menés dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Nous savons aussi travailler en lien avec d'autres. Et les travaux qui ont été associés à cette thématique, l'idée c'était de faciliter l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées en milieu ordinaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas si évident que ça pour personne, d'identifier les besoins des professionnels de l'action sociale et de l'insertion professionnelle, de faciliter l'articulation des acteurs de droit commun et des acteurs spécialisés, parce que là aussi, il faut de l'acculturation, il faut du travail en confiance. Donc ça a débouché sur plusieurs temps de rencontre. Je ne vais pas tous les détailler parce que voilà, ça va pêcher par le temps. Vous vous souvenez du temps fort de 2019, le début juillet 2019, avec une rencontre qui avait été vraiment très riche. Et puis tout ça a débouché sur une expérimentation financée par l'État, menée auprès de 3 structures d'insertion par l'activité économique, par les PEP, et qui a concerné 32 personnes. Donc vous voyez que tout ceci a débouché aussi sur des actions extrêmement précises et opérationnelles, parce que je tenais, et nous tenions avec les services, à ce que ça finisse par déboucher sur des choses concrètes et au bénéfice des personnes les plus en précarité. Alors là, vous avez à la suite, nous avons proposé des petites diapos pour que ceux ou celles qui y auront participé se remémorent. Et puis, vous voyez que les jeudis du PTI, alors à l'époque, évidemment, on n'était pas masqués et on pouvait être les uns à côté des autres, mais c'est beaucoup ça aussi.
hein. C'est beaucoup de convivialité, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de partage. Une autre expérimentation que nous avons lancée, Process Bâtiment, ça match, ça me plaît. Je vous rappelle rapidement, donc l'idée est née là aussi d'une rencontre avec une branche professionnelle. Voilà, ce que je disais tout à l'heure prend tout son sens. Alors là, c'était avec le BTP. Ils ont besoin de main-d'œuvre, il manque de gens en formation. Nous avons des jeunes ou des moins jeunes qui se cherchent, qui veulent travailler. Comment est-ce qu'on imagine quelque chose pour mettre du lien et pour essayer de trouver une action concrète qui réponde à ces deux items-là dans un souci de lien et de cohérence. Donc évidemment, nous nous sommes rapprochés du CFA d'Autun. Je le remercie encore, son directeur qui a accueilli les stagiaires et qui nous a accueillis tous les uns les autres, puisqu'on a eu plusieurs réunions de préparation en amont, vous vous doutez bien, dans des conditions tout à fait sympathiques. Et je le remercie tout simplement de son engagement, de son volontarisme et de sa bienveillance. Et puis je remercie aussi Michel Jaffiol, parce que l'idée, elle est née parce qu'un jour, on a discuté tous les deux, on s'est rencontrés dans un salon, je ne sais plus où, peu importe. Et puis voilà, c'est de cette discussion-là, on s'est dit, mais on doit faire quelque chose, on se doit de faire quelque chose. Voilà, c'est pas le tout de se voir et de se dire, oh là là, mon Dieu, effectivement, ça marche pas trop bien. Et c'est comment est-ce que on matche tout ça. Pour ça que retenir ça match dans le titre, moi, ça m'a bien plu. Parce que c'était comment est-ce qu'on s'entend et comment est-ce qu'on trouve les moyens de se donner les moyens. Comment, je vous le disais tout à l'heure, on ose. Voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc évidemment, nous avons eu notre partenaire Pôle emploi qui était avec nous. Et voilà, c'est quelque chose qui a bien pris. Et ce sera peut-être quelque chose à renouveler, qui sait, ça ce sera aux uns et aux autres de vous poser la question. Une autre expérimentation qui est en cours, celle-ci, Opportunité Emploi. Donc là, c'est un dispositif que nous sommes allés piquer, parce que nous, on ose tout, y compris piquer les bonnes idées quand elles sont ailleurs, à une association qui s'appelle Accor, qui se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Et nous avons été 2 jours en immersion. Quand je dis nous, c'est Sylvie Liopis et moi-même. Donc il y a un petit moment maintenant, c'était il y a peut-être bien 1 an et demi, pour comprendre ce qu'était ce dispositif. Alors là, on travaillait sur l'employabilité et l'idée, c'était d'aller vers les entreprises, ce qu'on fait déjà, mais là, c'était d'une façon un petit peu différente, voire totalement différente d'ailleurs. L'idée, c'était aussi de mettre face à chaque poste une seule candidature, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche n'est pas en concurrence avec autrui. Voilà. Et l'idée, c'est de faire quasiment du sur-mesure dans la rencontre, d'inscrire le chercheur d'emploi dans une démarche d'emploi qui soit réaliste, réactive et réalisable. C'est en gros, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire demain matin. Voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que dans l'accompagnement, chacun avait sa part à prendre. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la structure qui accompagne qui faisait, mais le demandeur d'emploi avait aussi sa part. Et c'était vécu de manière différente lorsqu'on est dans une recherche, j'ai envie de dire, et ça n'est pas péjoratif, classique, par exemple avec Pôle emploi. J'ai moi-même été demandeuse d'emploi avec Pôle emploi. Et donc j'ai bien vu dans cette présentation la différence et où se trouvait la niche. Voilà. Et il nous semblait intéressant de nous en emparer. Alors nous avons soumis l'idée à notre partenaire Agir, qui est sur le bassin minier. Tout ça, ça s'est fait dans le retour de l'avion quand on est allé sur place. Donc vous voyez, ça a carburé, mais parce que peut-être c'est pour nous, c'était... Il y a des évidences parfois comme ça, où vous dites, mais ça peut marcher chez nous, alors ça, il ne faudra pas qu'on le prenne, ça, il faudra qu'on le voit un peu différemment, et il nous faut un partenaire. Agir est venu très vite dans la conversation, et on les remercie, puisqu'ils ils s'en sont emparés de ce dispositif-là aussi. Alors, première année de lancement, puisqu'il y a déjà eu une période d'acculturation entre les collaborateurs d'Agir et les collaborateurs d'Accor, puisqu'il a fallu que chacun apprenne à travailler avec l'autre. Et je remercie d'ailleurs Accor, son président, son directeur, parce qu'ils sont très accompagnants toujours, et on est très en lien, et c'est extrêmement agréable de travailler avec eux. Alors, une première année un petit peu particulière, puisqu'en fait l'expérimentation a réellement commencé en février et le confinement a été prononcé à la mi-mars. Donc évidemment, ça ne c'est pas hyper top en termes de conditions d'une expérimentation, mais bon, là aussi, il a fallu que nous nous adaptions. Donc
nous avons prolongé cette expérimentation d'1 an, puisque nous étions, parce qu'une expérimentation, il faut que ce soit court quand même, parce que sinon c'est plus de l'expérimentation. Donc nous avions imaginé cette expérimentation, que cette expérimentation finirait au 31 décembre de cette année, et nous l'avons reporté de quelques mois pour justement laisser le temps aux choses de reprendre leur cours classique, en tout cas classique autant que ça pourra se faire. Et nous avons, je partage avec vous, un bilan au 2 novembre dernier, qui n'est pas un bilan ridicule du tout. 54% des personnes accompagnées ont retrouvé un emploi. Donc vous voyez, sur une expérimentation de 6 mois, avec quasiment 2 mois de confinement en plein milieu, bien joué. 28 femmes contre 16 hommes, et ça aussi, c'est à saluer, enfin c'est à, pas saluer, mais c'est à noter, parce que nous savons que beaucoup de femmes sont peut-être un peu plus en précarité que les hommes, peut-être. Et enfin, sur les 44 demandeurs d'emploi, 24 ont bénéficié d'un retour à l'emploi, dont 9 bénéficiaires du RSA, 3 CDI, 2 en intérim, 15 CDD, 2 PEC-CDD, un contrat en alternance et un contrat d'insertion. Et puis, l'autre chose qui était très intéressante dans cette expérimentation, ce sont les secteurs d'activité qui ont été investis, puisque cela concerne l'industrie, le commerce, les espaces verts, les agents d'entretien, la restauration et l'administratif. Donc on voit que c'est un dispositif, alors après il faudra en faire le bilan total à la fin. Et là, ce ne sera pas moi, mais peu importe, pour voir ce qui pourra être amélioré et puis si l'expérimentation devient pérenne. Mais voilà, je trouve que ce sont des premiers résultats extrêmement encourageants et très prometteurs. Et puis, encore une fois, la signature de cette convention de déploiement, d'essaimage de ce dispositif sur notre territoire, c'était jamais que l'année dernière. Lors du 2e salon de l'ESS 2019, donc, qui s'était tenu à Monceau-les-Mines, raison pour laquelle nous avons Marie-Claude Jarraud, maire de Monceau, Marie-Thérèse Friseau et Lionel Duparet, qui sont des collègues ici, mais par ailleurs adjoints au maire à Monceau-les-Mines. Et puis le président d'Accor, une responsable de l'ENSA, l'Agence nationale des solidarités actives, qui a participé au déploiement, à l'essaimage de cette expérimentation. Évidemment, Sébastien Gann, qui est président d'Agir, et je le nomme, mais on le connaît tous, le président Akari. Et c'était un joli moment parce que c'était enthousiasmant, et je suis assez contente au bout d'1 an, avec encore une fois la période que nous avons connue, de pouvoir nous dire que l'idée était bonne, mais ça, c'était pas la nôtre, donc c'est d'autant plus facile à dire, mais c'était une bonne idée aussi que d'aller la chercher et que de la déployer chez nous. Un autre temps fort de ces 3 années passées, c'est le premier salon d'économie sociale et solidaire en 2018. Ça s'était jamais fait en Saône-et-Loire. Ça se fait pas beaucoup d'ailleurs dans les départements. Je me rappelle d'Hélène Pélissard, ma collègue à la région, donc présidente de Solia, présidente nationale de Solia, qui était venue au 2e salon de l'ESS en 2019 et qui avait dit qu'elle était, je crois que ces mots avaient été très jalouse de voir que nous avions un tel salon. Et là encore, une envie des services, de sa directrice Sylvie Liopis, et puis voilà, une motivation, un volontarisme, et puis on y va, et puis on essaye, et puis on fait au mieux. Puis s'il y a des couacs, des erreurs, on les corrigera l'année d'après. Et ce premier salon a vraiment été, peut-être parce que c'était le premier, vous me direz, mais c'était un joli moment de rencontre, c'était une effervescence. C'était une espèce de ruche comme ça. En plus, on était dans un petit endroit parce qu'on avait imaginé qu'on ne serait pas énormément nombreux. Et puis, en fait, il aurait presque fallu qu'on pousse les murs parce qu'on avait déjà eu 450 visiteurs sur une première édition. Alors, que des professionnels, mais quand même. On avait eu, je crois, 70 exposants. Donc, c'était vraiment intéressant. Et on était évidemment sur le développement économique. C'était l'économie évolue, innovons ensemble au sein des entreprises. Voilà, le 2e salon de l'ESS l'année dernière qui s'était tenu, je viens de vous le dire, à Monceau-les-Mines, avec plus de 700 visiteurs, 90 exposants, et c'était ici et maintenant ensemble pour l'emploi. Et donc, cet après-midi, c'est comment construire ensemble l'économie de demain. Et là, je crois que le thème est presque, est tout trouvé, vu ce que nous vivons. Un focus sur le Fonds social européen. Donc, je vous rappelle que nous avons repris la gestion, le département de Saône-et-Loire a repris la gestion de l'enveloppe globale du Fonds social européen pour ce qui le concerne, c'est-à-dire l'axe 3.
ce qui n'était plus le cas quand nous sommes arrivés, tout simplement parce que, à un moment donné, il faut quand même des moyens et des leviers financiers. C'était quand même 6 millions d'euros qui ont été subventionnés en 3 ans. Et là encore, nous avons voulu que ces attributions, même si c'est le département qui reste souverain, puisque la répartition, les attributions du FSE sont votées par la commission permanente du département de Saône-et-Loire, du conseil départemental de Saône-et-Loire, il ne demeure pas moins que nous avons en amont un travail technique très collégial et un travail politique aussi très collégial, puisque nous avons mis en place un comité des financeurs, ce qui nous permet d'échanger sur les projets, sur la façon dont ils sont menés, sur leurs perspectives et leur pertinence. Et c'était important aussi pour nous, nous, département, de pouvoir nous attacher l'expérience et le ressenti et la connaissance de chaque territoire en ayant autour de nous les financeurs avec lesquels nous travaillons, puisque je rappelle que le Fonds social européen pose des règles auxquelles il faut répondre, c'est-à-dire que ça a vocation à accompagner des actions qui sont évidemment suivies, qui sont évaluées, et qui permettent à lever des freins socio-professionnels et la concrétisation d'un parcours ou une partie de parcours d'accompagnement pour les publics les plus éloignés de l'emploi. Et puis, nous veillons, grâce à la cellule FSE qui existe aujourd'hui au sein de ce département, à ce que, c'est vrai que le FSE est contraignant, bah oui, mais c'est parce que c'est contraignant qu'il faut veiller au respect de la contrainte. Et nous avons mis en place cette cellule de veille, qui est aussi une cellule d'accompagnement pour les partenaires. Donc, je sais que bon nombre d'entre vous s'en saisissent, les sollicitent pour être accompagnés dans le montage des dossiers. Donc, surtout, n'hésitez pas, continuez à le faire, vraiment, continuez à le faire. Ils sont là pour ça et ils peuvent véritablement vous accompagner sur des montages de dossiers qui ne sont pas évidents. On sait que le FSE, ce n'est pas évident, mais c'est quand même de l'argent disponible. Et dans les moments que nous connaissons aujourd'hui, ça n'est pas anodin. Et puis, alors les thématiques de cofinancement FSE, vous les connaissez, c'est l'accompagnement renforcé des parcours vers l'emploi, l'illettrisme, la mobilité, les ateliers chantiers d'insertion, évidemment la mise en œuvre des clauses sociales et la labellisation de la responsabilité sociétale des entreprises, ça c'est une idée qui fait son chemin et on ne peut qu'en s'en réjouir. Enfin, l'animation et la gestion des plans locaux d'insertion par l'emploi, donc je rappelle que nous avons 4 plis sur ce département, qui sont des partenaires importants et pour lesquels nous nous sommes mobilisés quand la région a fait certains choix de financement. Voilà, nous avons été là aussi à leur côté, peut-être pas comme ils l'auraient souhaité, mais en tout cas nous avons tenu à être à leur côté. Voilà, donc vous aurez vu que ce pacte territorial d'insertion 2020 aura été, 2017-2020 aura été riche. Encore une fois, il a été avec vous, grâce à vous. Parce que si nous avions été seuls à imaginer, on n'aurait pas pu imaginer tout ça. Nous n'aurions pas pu accomplir tout ce qui a été accompli, parce que tout ça, c'est un travail éminemment partenarial, très collégial, qui nous a permis d'aller dans des niches qui n'avaient pas été... quand je dis nous, ce n'est pas simplement nous, départements, qui nous a permis tous ensemble d'aller dans des niches qui n'avaient pas été explorées ou pas forcément investies. Donc encore une fois, merci. Merci aussi à toutes les directions du département qui ont concouru au bon déroulement de toutes les rencontres du PTI qui ont marqué les années 2018, 2019 et 2020, et il y en a eu. Merci à la direction de la communication, parce que nous avons créé des supports qui ont été largement diffusés et qui ont permis une meilleure identification de cet outil. Donc c'était important. Merci au service des éditions départementales, parce qu'on les a beaucoup sollicités, à la direction du patrimoine et des moyens généraux, parce que les jeudis du PTI, ça n'a l'air de rien, mais c'est une logistique. Et évidemment, le salon de l'ESS, c'est une logistique aussi. Merci, vous me permettrez, à Corinne, qui est agent du département, qui s'occupe des cafés d'accueil et de toute la petite logistique. Vous savez, Corinne, c'est une petite souris, en fait. Elle est là, vous ne la voyez pas, mais elle fait énormément, et tout est parfait, et tout est bien, et tout est bien fait au moment où ça doit l'être, et toujours avec le sourire. Merci à la société de production vidéo
PSAND, je ne sais jamais comment on le dit, donc moi je préfère dire l'anagramme de Mâcon, qui nous permet aujourd'hui de concrétiser la continuité de ce rendez-vous, qui était devenu un rendez-vous incontournable et j'espère qu'il continuera de l'être. Je parle évidemment du salon de l'ESS, et puis merci au personnel de la DILS, merci une nouvelle fois à tous ces collaboratrices qui ont animé ces temps forts, qui ont produit tous les documents et les dossiers qui jalonnent tous les travaux du JOLI du PTI, qui ont construit, qui ont mis en œuvre les déroulements des salons de l'ESS, parce que maintenant on peut vraiment dire des salons de l'ESS, lors des temps de rencontre, de travail avec les structures sociales et solidaires, parce que je leur ai demandé de travailler en mode projet. Je sais que ça n'a pas été toujours simple, mais merci de l'avoir fait. Encore une fois, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple, mais c'est peut-être aussi ce qui nous a permis d'imaginer des choses un peu différentes de ce qu'on avait eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Alors, moi, je vais vous souhaiter bon vent. Je vais souhaiter que ce pacte territorial d'insertion connaisse une longue vie à la suite. Et puis, je vais nous souhaiter, quelle que soit notre place demain et quel que soit ce que nous ferons de nos vies personnelles ou professionnelles, je vais nous souhaiter de toujours garder cet engouement, cette envie d'investissement au profit des concitoyens les plus fragiles, parce que la cohésion sociale, on en parle beaucoup évidemment ces temps-ci, mais la cohésion sociale, ça passe d'abord par là. C'est quel intérêt et quelle bienveillance on a pour son prochain, sans le juger, en l'accompagnant, et en étant au plus près de ses potentialités et en étant aussi toujours en garde et toujours en vigilance des contraintes et de la légitimité des uns et des autres. C'est une mission extrêmement exigeante, mais ça a été une mission absolument passionnante. Voilà, vraiment, j'ai adoré faire ça. Donc je vous souhaite un joli PTI, peut-être 2021 plus. Et puis, je vous dis de toute façon à très bientôt. Et puis, pour celles et ceux qui pourront nous rejoindre cet après-midi en direct lors de ce 3e salon de l'ESS inédit et dématérialisé, je vous dis à tout à l'heure. Comme c'est une présentation de ce pacte territorial d'insertion un petit peu inédite et que nous voulions tout de même garder le lien avec vous, nous avions ouvert la possibilité de nous voir poser quelques questions via Internet, reçues de façon dématérialisée. Donc merci d'abord à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé leurs questions. Nous avons dû faire un choix parce qu'il y en avait un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain. Mais beaucoup se regroupaient, donc je pense que tout le monde devrait trouver réponse, en tout cas je le souhaite, à ces interrogations dès lors qu'elles restaient généralistes et pas attachées à sa propre structure. Alors, bonjour et merci pour l'organisation sans faille de cette concertation, un beau travail d'envergure. Ah bah merci, c'est gentil. Le PTI a été fait sur la base d'un diagnostic d'une situation qui, suite au Covid, a beaucoup changé. Comment envisagez-vous d'ajuster les éventuelles pistes d'action qui ressortent des concertations ? Bien, nous avons d'ores et déjà commencé, notamment dans le cadre du plan de relance qui a été voté dès le mois d'avril par le département de Saône-et-Loire, notamment sur des assouplissements dans le financement. Je vous rappelle que pour cette année 2020, évidemment, toutes nos politiques publiques sont financées 80% socle et 20% sur objectif. Là, nous avons tout de suite passé la participation du socle à un financement décaissé de 90%. Des sommes allouées. Nous avions proposé pour celles et ceux qui le souhaitaient et qui sont dans un financement Fonds social européen des avances de trésorerie, ce que nous ne faisions pas jusqu'à présent, dans des limites évidemment financières. Je ne vais pas revenir dessus. Celles et ceux qui sont concernés savent de quoi je parle. Mais nous avons d'ores et déjà mis ces pistes financières d'action. Nous avons été aux côtés de nos partenaires avec la livraison de masques. Nous avons ouvert des lignes de trésorerie sur de l'avance pour des investissements, notamment sur de l'investissement numérique au sein des structures. Donc nous sommes dans une réactivité assez immédiate. Et puis, sur les pistes d'action qui ressortent des concertations, ces concertations sont encore en cours, puisque nous avons encore des comités de pilotage qui se tiendront bientôt de façon dématérialisée. Et c'est aussi de cette discussion-là que nous pourrons envisager des suites pertinentes et opérationnelles. Alors, quel bilan après 3 ans ?
je crois que le bilan que je viens de dresser du pacte territorial d'insertion aura répondu sur les réussites et les échecs. Les perspectives à partir de 2021 et plus, c'est ce que je vous disais en fin de propos, ce sera aux élus qui vont suivre, puisque le département de Saône-et-Loire va connaître des élections l'année prochaine, et que pour ce qui me concerne, ma mission va s'arrêter là. Donc ce sera aux suivants de prendre la relève, et puis ce sera aussi à vous de savoir ce que vous voulez en faire de ce pacte territorial d'insertion, puisque jusqu'à présent, nous vous l'avions ouvert, et donc ce sera aussi à vous de proposer des pistes de travail et des pistes d'échange. Est-ce que d'autres projets de PTI sont en cours sur d'autres départements? Alors, je rappelle que les pactes le pacte territorial d'insertion est un outil qui est un outil obligatoire et chaque département doit en être doté. Donc évidemment qu'ailleurs, ils travaillent sur leur PTI. En revanche, ce qui a fait véritablement notre spécificité, c'est l'animation que nous avons eue de cet outil, notamment par les jeudis du PTI et par la création du Salon de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il y a eu un essaimage du modèle? Pas encore, mais ne tient qu'aux suivants de l'essaimer s'ils le souhaitent, et puis ne tient qu'à d'autres de venir demander comment on essaime et comment on s'empare de ce process d'animation et de cette méthode de partage d'informations et puis de travail collaboratif. Alors, quel partenariat le PTI a-t-il permis de développer dans nos territoires au fil de ces 3 années? Eh bien, je dirais que celle que je retiendrai certainement le plus, c'est le partenariat qui s'est lié au niveau des ressourceries, puisque lors d'un jeudi du PTI, les ressourceries se sont dit « et si on se mettait en réseau ?» Et puis l'idée a essaimé, et voilà, un réseau territorial est né, d'abord départemental, ensuite régional, et je crois savoir national, si ça n'est pas fait, ce sera bientôt. Et puis nous-mêmes, ce que je vous ai dit, nous avons tissé des liens, d'abord en interne, puisqu'il fallait s'acculturer sur cette méthode de travail, et puis après avec d'autres partenaires, je pense notamment aux chambres consulaires avec lesquelles on n'avait pas vraiment l'habitude de travailler, aux branches patronales de la même façon. Et voilà, donc oui, les partenariats ont eu lieu, et ont eu lieu pour nous, département, et puis entre les partenaires également. Et quelles sont les perspectives pour les 3 prochaines années? Je ne reprendrai pas, c'est ce que je viens de dire juste avant. Alors, comment le conseil départemental accompagne ou accompagnera les structures d'insertion par l'IAE du territoire à travers les périodes de crise sanitaire? Ça, j'ai un peu répondu, puisque équité de traitement, on a traité tout le monde de la même façon, mais aussi à construire le monde d'après, un monde où il ferait bon vivre avec nos différences et particularités individuelles au service d'un collectif, le territoire de Saône-et-Loire et bien plus encore. Bon, on va déjà s'arrêter sur le territoire de la Saône-et-Loire, déjà. Ensuite, pour ce qui concerne l'accompagnement des structures de l'IAE, je vous rappelle que cet accompagnement-là est d'abord un accompagnement dédié État, que nous sommes là sur une politique volontariste, toujours. Ayez toujours ça en tête, quand même. Surtout dans les années qui vont venir. Ce mot volontariste va, je pense, prendre tout son sens, ici comme ailleurs. Et voilà, l'État met des moyens sur l'insertion par l'activité économique. Le département sera au rendez-vous dans la limite de ses possibilités financières aussi, puisque tout ça fait partie d'un plan de financement qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global. Différentes plateformes existent en matière d'achat responsable et de marché public, notamment liées à l'ESS. Quel appui le PTI peut-il apporter pour faciliter l'appropriation et la diffusion de ces outils auprès des structures d'insertion et des commanditaires locaux? Alors, sans déflorer ce qui va se passer cet après-midi, évidemment, le département sera là, puisque sur les marchés publics, nous avons... je vous l'ai dit tout à l'heure, une facilitatrice maintenant, donc en termes d'équité de traitement, tout le monde peut bénéficier de ces conseils avisés. Et pour ce qui concerne la prise en main des achats en matière d'achat, enfin des dispositifs, pardon, en matière d'achat responsable, je crois que c'est aussi à chaque structure d'aller à la recherche et à l'information. Et puis, si vous avez besoin, en fonction de ce que vous avez trouvé d'un accompagnement, c'est de revenir vers le département pour voir de quelle façon on peut être au plus près de ce qui va de ce qui pourra vous aider. Voilà. Mais là, je crois que chacun a sa part à faire. Le département, je crois qu'on peut le dire, fait la sienne. Après, chacun doit se prendre en main également. Et puis après, c'est un travail comme on le fait d'habitude, j'ai presque envie de dire,
d'accompagnement et de collaboration commune. Voilà. Et puis, je vous invite à visionner la table ronde qui se tiendra cet après-midi dans le cadre du 3e salon de l'économie sociale et solidaire, puisque ça fait partie des 3 thématiques qui seront abordées cet après-midi.